Bonjour et merci de nous retrouver en ce lundi matin. Une nouvelle semaine, de nouveaux défis également semble-t-il pour la communauté internationale en Syrie. Nous en parlerons avec Maxime Pérez, notre spécialiste à défense. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin. Et puis en deuxième partie d'émission, nous serons avec notre psychologue attitré Joël Guedj. Bonjour. Bonjour. Vous viendrez nous parler des femmes. Où en sommes-nous au sein de la société israélienne? Les femmes en politique sont-elles bien représentées au Parlement israélien? Une question d'actualité avec Yair Lapid qui a, je vous le rappelle, créé la surprise aux législatives avec une liste composée à 40% de femmes. On reparle de tout ça dans quelques minutes. Avant tout, c'est l'heure du flash avec Elsa Mimoun. Bonjour Elsa. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. On commence ce matin avec la Syrie. Israël pourrait réagir militairement au moindre signe indiquant que la Syrie est en train de perdre le contrôle de son arsenal présumé d'armes chimiques. C'est ce qu'a déclaré le vice-premier ministre israélien Sylvain Shalom. Par ailleurs, selon les informations des médias israéliens, le chef du gouvernement Benyamin Netanyahou a réuni à plusieurs reprises les responsables de l'appareil de sécurité du pays pour évoquer le conflit civil en Syrie et la situation de l'arsenal chimique de ce pays. En Égypte, le président égyptien Mohamed Morsi a déclaré hier soir l'état d'urgence pendant 30 jours dans les villes de Suez, Ismaïlia et Port Saïd. Ces trois villes sont le théâtre d'affrontements depuis 4 jours dans le pays qui ont fait 46 morts. C'est la première fois que le chef du gouvernement égyptien s'exprimait publiquement depuis le début des troubles. En Iran, un officiel israélien sous couvert d'anonymat a confirmé qu'il y avait bien eu une explosion sur le site nucléaire de Fordo en Iran, cependant sans prendre de responsabilité de la part du gouvernement israélien dans cet incident. Au Brésil, un grave incendie dans une discothèque a fait plus de 200 morts. Le sinistre s'est déclenché lors d'une soirée étudiante à Santa Maria dans le sud du pays. De nombreuses victimes sont mortes asphyxiées ou piétinées par une foule paniquée. L'incendie qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche a créé un véritable mouvement de panique. 30 jours de deuil ont été décrétés dans le pays. L'identification des corps est actuellement en cours. Obama a finalement décidé d'essayer aux États-Unis une loi interdisant les fusils d'assaut sera proposée au vote. Des auditions se dérouleront au Sénat d'ici quelques jours. Certains sénateurs en faveur de cette loi se sont exprimés, expliquant que bien que l'accord de la Chambre haute sera difficile à obtenir, la loi devra être tout de même soumise au vote. En Israël, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a indiqué hier qu'il voulait former un gouvernement large et stable afin de faire face aux importantes menaces visant Israël, provenant notamment selon lui de l'Iran. La région entière est secouée par la violence et nous devons être prêts, forts et déterminés face à toute éventualité. C'est ce qu'a déclaré Benyamin Netanyahou lors du Conseil des ministres hebdomadaire. Et toujours en Israël, le procès d'Avigdor Lieberman s'ouvrira le 17 février prochain. C'est ce qu'a fait savoir la présidente du tribunal de paix de Jérusalem, Shlomit Dotan. Je vous rappelle que l'ex-ministre des Affaires étrangères est accusé de délit de fraude et d'abus de confiance. Et pour terminer, Silvio Berlusconi fait encore parler de lui et indigne l'Italie après ses propos sur Mussolini. Le Cavaliere a affirmé que le dictateur fasciste Benito Mussolini, allié de l'Allemagne hitlérienne, a fait beaucoup de bonnes choses, hormis des lois raciales antisémites. Ces propos ont déclenché une vague d'indignation dans le pays. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour tout de suite avec vous, Nathalie, sur le plateau de la matinale. Excellente journée à tous. Merci Elsa, et on reparlera justement de façon plus profonde, notamment avec Maxime, de ce dont vous avez parlé dans ce flash. Je me tourne justement vers vous Maxime. Ils sont une cinquantaine d'États, d'organismes internationaux à envoyer des représentants à Paris ce lundi, aujourd'hui même, et ce une nouvelle fois, c'est au chevet de l'opposition syrienne que les hauts fonctionnaires vont se pencher, puisqu'il faut bien le dire, les promesses faites jusqu'à présent par la communauté internationale n'ont pas été suivies d'effet. Est-ce que c'est à penser que la communauté internationale s'inquiète aujourd'hui parce qu'elle est directement menacée? Elle s'inquiète de plusieurs facteurs. D'une part, de la chute de Bachar al-Assad qu'elle souhaite. C'est assez paradoxal, mais en même temps, elle ne sait pas ce qui va se passer derrière. On l'a vu aujourd'hui, 2 ans après les révolutions arabes, la situation est toujours instable dans des pays comme l'Égypte et comme la Libye, par exemple, qui est le troisième pays à être tombé après la chute d'Hosni Moubarak au Caire. Donc ce qu'on craint, c'est le chaos politique ici? Évidemment, et ce qu'on craint aussi, est la question que pose
La chute de Bachar el-Assad, c'est bien sûr l'avenir de son arsenal militaire et notamment ses armes chimiques. Vous le savez, il y a énormément d'éléments au sein de la rébellion, des éléments djihadistes comme le Front al-Nosra, une organisation proche d'Al-Qaïda. Et bien sûr, la question est de savoir ce que fera cette organisation si elle prend le contrôle d'armes sensibles. Alors justement, on voit, et Israël Khasson, le chef des services de sécurité intérieure, l'a déclaré ces derniers jours, ils estiment que la menace des armes chimiques, vous en parliez, en Syrie est imminente. On l'écoute, on en reparle juste après, Maxime. Il n'y a aucun contrôle. Cela a pu se passer il y a quelques secondes comme cela peut se passer dans quelques secondes. La situation est tellement sensible que l'État d'Israël doit être en permanence le doigt sur la gâchette. Maxime, est-ce qu'on craint, c'est que ces armes chimiques, dont on parle déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tombent entre les mains du Hezbollah ou d'Al-Qaïda au final ? Absolument. Ce que souligne l'ancien numéro 2 du Shabak, les services de contre-espionnage israélien, eh bien, c'est une inquiétude dont les Israéliens font part depuis des mois, à savoir que le transfert ou la prise de contrôle d'armes chimiques par des éléments extrémistes, des éléments islamistes, constitue du point de vue israélien une ligne rouge justifiant une intervention militaire. Alors évidemment, ce scénario du pire peut se dérouler à n'importe quel moment. C'est ce qu'il dit, ce scénario peut se passer au moment où je vous parle, il peut se passer dans 1 heure, dans 1 mois. Et évidemment, Israël a l'obligation d'être sur ses gardes, et c'est pour cette raison d'ailleurs que des batteries antimissiles Dôme de fer, qui avaient fait ses preuves lors de l'opération à Gaza le mois dernier, ont été déployées à la frontière nord, parce qu'évidemment, si Israël décide d'agir militairement en Syrie, qu'il s'agisse d'opérations ciblées, qu'il s'agisse d'une opération d'envergure contre des cibles militaires, eh bien cela peut à tout instant réveiller ou provoquer plutôt une réponse. Une réaction de la part également d'Israël. On va écouter le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui s'exprimait hier lors de la réunion hebdomadaire du Parlement, de son gouvernement. On l'écoute, on en reparle juste après sur justement l'imminence d'une intervention israélienne en Syrie. Nous devons être prêts, forts et déterminés face à tout type de menaces. De ce fait, j'aspire à bâtir le gouvernement le plus large et le plus stable possible, de sorte à pouvoir répondre à toutes les menaces sécuritaires. Un message politique, on l'entend de la part de Benjamin Netanyahou. Est-ce que ça signifie, somme toute, qu'une intervention est réellement imminente, une intervention israélienne, pour faire finalement ce que la communauté internationale ne fait pas depuis plusieurs mois, voire 2 ans ? Israël transmet le message qu'il est prêt à agir sur le plan militaire au moment où justement la communauté internationale a décidé de ne pas le faire. La Syrie n'est pas une priorité et on a préféré laisser ce pays livré à lui-même dans une guerre civile dont on ne voit toujours pas l'issue. Néanmoins, les propos de Netanyahou sont à analyser dans un contexte de politique intérieure. Il n'a pas encore été officiellement nommé Premier ministre, reconduit dans ses fonctions par le président de l'État, Shimon Peres, même si son parti, le Likoud, a remporté la semaine dernière les élections législatives. Et donc, c'est pour lui le moment idéal d'affirmer, ou plutôt de réaffirmer, qu'il est l'homme fort pour l'État d'Israël, l'homme fort pour la sécurité d'Israël en agissant avec responsabilité face à des menaces. Netanyahou qui tient ses propos, certes, c'est au sein du gouvernement israélien. On voit ce qui se passe en Russie avec Medvedev également, qui tient pour la première fois des propos qui sont du même esprit. Est-ce que cette position prise par les Russes sonne finalement le glas de la présence de Bachar el-Assad au pouvoir? En tout cas, c'est un mauvais signal pour le régime de Bachar el-Assad. Il est clair que l'armée syrienne aujourd'hui perd de plus en plus de terrain. Hier, c'est une base militaire importante des renseignements qui est tombée dans la région de Damas. Il est évident qu'aujourd'hui, l'effondrement du régime est une question de temps. Plus personne ne se fait d'illusions. Je crois même que, et c'est ce que disent les services de renseignement occidentaux, que le régime d'Assad, ses partisans, la minorité alaouite, souhaitent se réfugier aujourd'hui sur la bande côtière de la Syrie, à l'ouest du pays, et créer une espèce de zone de repli qui lui servira bien sûr de base arrière pour une future reconquête de la Syrie. Mais pour l'instant, le régime d'Assad n'a plus les moyens de reprendre le contrôle du terrain. Alors une autre frontière justement de la Syrie, c'est la Turquie qui a déployé des missiles patriotes à sa frontière. Est-ce que l'intervention d'une coalition internationale est crédible dans ce contexte? Elle est crédible sous certaines conditions. Elle est crédible si la Syrie
si la Syrie passe une ligne rouge comme l'utilisation d'armes chimiques contre sa population, si elle décide, dans un acte désespéré, de s'en prendre à Israël ou de tirer tout simplement sur la Turquie, il y a déjà eu des incidents frontaliers ces derniers mois, mais évidemment c'est une hypothèse que la communauté internationale souhaite éviter, un scénario que la communauté internationale souhaite éviter coûte que coûte, s'il devait y avoir une précision justement. Vous êtes spécialiste en défense, ça fait plusieurs mois qu'on parle de ces armes chimiques qui sont utilisées par le régime syrien. Ça a été utilisé ou pas? Des armes chimiques ont été utilisées ou pas par Bachar el-Assad et son armée? Il y a des images qui ont été tournées par des révolutionnaires, des rebelles syriens, qui montre l'utilisation supposée d'armes chimiques contre des zones civiles. Évidemment, la communauté internationale n'a pas confirmé ces allégations. Les informations venant de Syrie sont difficilement vérifiables. Il y a aujourd'hui que l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est en mesure, grâce à son formidable réseau de médecins et de militants sur le terrain, de rassembler des informations, mais encore, il est malgré tout très difficile de cerner le vrai du faux, parce qu'il faut savoir que les rebelles aussi sont dans une logique de propagande. Ils veulent pousser la communauté internationale à une intervention, et ils ont aussi une autre crainte, parce qu'on parle de la menace des armes chimiques et de la possible prise de contrôle de ces armes sophistiquées par des groupes islamistes. Les groupes islamistes, ce sont aussi une crainte pour l'opposition syrienne, parce que demain, certes, le régime de Bachar el-Assad peut tomber, mais qu'en sera-t-il de ces groupes djihadistes qui continuent d'affluer en masse depuis la frontière irakienne? Il faudra certainement faire le ménage. Il n'est pas dit que des affrontements ne se déroule pas, qu'une deuxième phase d'affrontement se déroule entre des rebelles syriens plutôt laïcs. Il y a aussi une minorité chrétienne en Syrie. Il y a des éléments plus modérés et ces groupes islamistes qui continuent d'occuper le terrain. Alors la généralisation du conflit, on va en reparler d'ici quelques minutes. On part un peu plus loin en Iran. Ce matin, des sources anonymes israéliennes ont confirmé la destruction du réacteur de Fordo. Ce que craint Israël aujourd'hui, est-ce que c'est pas une vengeance de l'Iran via la Syrie ? Je ne crois pas que l'Iran soit en mesure aujourd'hui de se lancer dans une aventure militaire, même si aujourd'hui son axe vital, entre guillemets, est menacé par l'éventuelle chute de Bachar el-Assad, puisque vous le savez, on parle aujourd'hui d'un croissant chiite qui part de l'Iran et qui s'étend jusqu'au sud Liban. C'est un travail qui est... cette zone territoriale est le résultat d'un investissement de 30 ans depuis la révolution iranienne. Eh bien, la République islamique d'Iran est engagée dans une espèce dans un processus d'expansion idéologique qui a abouti à la création du Hezbollah au sud Liban et qui, bien sûr, aujourd'hui, et la Syrie est un élément essentiel de cette alliance. Néanmoins, aujourd'hui, si l'Iran intervient militairement, elle s'expose directement, elle donne le prétexte d'une riposte de la communauté internationale. Il est évident que si l'Iran intervient militairement en Syrie, il y aura un jeu d'alliance, y compris qui impliquera Israël, qui provoquera une intervention immédiate contre l'Iran. Et je crois que l'Iran est dans une logique rationnelle, une logique de survie. Je ne crois pas qu'elle, même au prix de la perte de son allié syrien, qu'elle soit prête à tout pour le sauver. Alors justement, on revient sur le site de Fordo. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé là-bas? Est-ce qu'on a plus d'informations? Écoutez, ce matin, le quotidien britannique Times, qui est un habitué des révélations sur l'Iran et son programme nucléaire, eh bien, cite des sources du renseignement militaire israélien qui confirment qu'un incident s'est produit sans qu'on sache s'il s'agisse d'un acte de sabotage ou bien d'une erreur de manipulation de la part des ingénieurs qui travaillent sur le site. Il faut savoir aujourd'hui que le site de Fordo est un site est l'un des poumons du programme nucléaire iranien, un site enfoui à 80 mètres sous terre, quasiment inaccessible si Israël ou les Américains décidaient de mener une frappe aérienne, même inaccessible, dit-on, en cas d'attaque cybernétique. C'est un véritable sanctuaire. Et si effectivement un incident s'est produit là-bas, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne veulent pas que l'Iran devienne une puissance nucléaire. Aujourd'hui, 2700 centrifugeuses y sont stockées. C'est justement le but de l'Iran, de poursuivre dans ce site clandestinement son programme nucléaire sans avoir à rendre de compte à l'AIEA et à la communauté internationale. Et évidemment, si un incident s'est produit là-bas, cela prouve aussi que les services de renseignement occidentaux sont toujours actifs, présents et qu'ils sont déterminés à tout faire pour limiter la capacité nucléaire
potentiel de l'Iran. Merci Maxime de votre présence ce matin. On a bien compris, donc situation volatile, particulièrement dangereuse au Proche-Orient. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour décrypter cette actualité. On passe à un autre sujet, les femmes. Israël, avec vous, Joël Guedj, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Alors, la 19e Knesset compte aujourd'hui 26 femmes, soit 5 de plus que la précédente, le précédent Parlement. La première Knesset, pour indication, comptait 11 femmes. On est encore loin de la parité, mais c'est déjà un progrès finalement. Grâce à quoi? Grâce à qui? Je crois que ça doit s'inscrire quand même dans l'histoire du sionisme déjà, où les femmes ont beaucoup participé, où il y a eu des figures fortes, et avec ces décisions qui d'emblée ont été énoncées comme des valeurs fortes de participation alors égale. On va peut-être pas dire ça, mais en tout cas les femmes participaient dans les instances décisionnaires, au niveau de l'armée, au niveau d'une décision, d'une participation des femmes à la société, à la vie collective. Elles n'étaient pas... Alors, c'est étonnant parce que justement, ça suit un petit peu aussi dans cet inconscient collectif la place de la femme dans le judaïsme, qui, contrairement aux idées reçues, n'est pas forcément cantonnée à sa place de mère, puisqu'elle est quand même cette valeur qui pérennise l'espèce, qui pérennise l'identité. Donc, elle a déjà une place politique. Alors justement, on revient sur cette femme à laquelle on se réfère tout le temps quand on parle des femmes en politique et Israël, cette espèce de femme inévitable dont on doit parler, Golda Meir. Finalement, est-ce que cette femme-là, elle cristallise en elle-même le fait que le système, l'idéologie sioniste favorisait plus que le système démocratique occidental l'accession des femmes au pouvoir, les femmes en politique? Moi, je crois que c'est une figure effectivement charismatique qui a évidemment avancé, fait avancer en tout cas les mentalités. On le voit par rapport à l'Occident, c'est beaucoup plus pour un pays jeune comme Israël, par rapport, si on compare avec la France, si on compare avec l'Allemagne, il y a quelque chose qui a été posé là depuis fort longtemps, de cette place qui est écoutée, de cette place qui est respectée. Alors ça ne veut pas dire que dans les autres sociétés occidentales, les femmes n'ont pas de place, elles en ont, mais ce sont des personnages exceptionnels, rarement à la tête de l'État. Et je trouve que là, on est encore en train d'avancer un petit peu plus sur la représentation de ces femmes qui se mobilisent quand même dans la vie civique, dans le positionnement de la société. On l'a vu aussi avec la marche des poussettes, on l'a vu avec ces mouvements qui viennent dire qu'elles ont quelque chose à penser et à dire. De alors là à être reconnues, c'est autre chose. Elles ont quelque chose à dire, quelque chose à penser. Je ne veux pas gêner Maxime, qui est le seul homme présent sur ce plateau ce matin. Mais finalement, c'est aujourd'hui prouvé, accepté par tous. Les hommes et les femmes pensent différemment et ne fonctionnent pas de la même façon. Je ne vais pas aller jusqu'à reprendre un titre fameux. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Mais finalement, est-ce que les propositions des femmes sont plus novatrices, sont exposées différemment que celles des hommes? Je ne sais pas si elles sont novatrices, en tout cas, elles permettent d'entendre aussi un côté émotionnel qui leur est reproché d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas un combat malheureusement. Il faut éviter de rentrer dans ces clichés qui sont malheureusement très fréquents. Justement, en parlant de clichés, vous me disiez en préparant cette émission, les femmes ont finalement fait un palmarès souvent des 5 plus jolies femmes de la politique israélienne ou autre, et ça vous énerve. Oui, parce qu'on les ramène systématiquement. On ne fait pas un palmarès des plus beaux hommes politiques. Bon, d'ailleurs, je suis pas sûre qu'on en trouve beaucoup, mais par ailleurs, voilà. Et pour la femme, on est souvent dans cette nécessité de les ramener à cette posture de plastique. Alors, oui, de cette posture de mère. On va signifier qu'une femme politique a des enfants alors qu'on ne le signifie pas. Alors, c'est peut-être aussi pour valoriser cette capacité qu'elles ont à être sur plusieurs fronts. Et
Alors voilà. Justement, la presse israélienne, elle a trouvé un des plus beaux hommes politiques, c'est Yair Lapid. Oui. C'était la star vedette de la deuxième chaîne israélienne. Et lui, pour le coup, c'est un peu le George Clooney israélien. Oui, lui, pour le coup, il a décidé dans sa liste de mettre 40%, de placer 40% de femmes dans la liste de son parti. Est-ce que vous pensez que c'est une initiative appréciable ou un peu de démagogie pour être élu ? Écoutez, même si c'est de la démagogie, ça fera avancer les mentalités. Parce que le positionnement des femmes est important puisqu'il représente aussi la population. Et c'est petit à petit, et c'est comme ça notamment qu'on va creuser un petit peu dans ces barrières-là, faire des petits espaces pour qu'on puisse enfin arriver à quelque chose qui soit ni la supériorité des femmes, ni la supériorité des hommes, mais quelque chose qui relève de la complémentarité. La parité, est-ce que vous pensez que ça passe aussi par la loi ? Est-ce qu'on doit légiférer en Israël ou est-ce que ça n'a pas forcément sa place ici ? Ce serait bien, mais on le voit dans d'autres pays où ça a été légiféré. Et pour autant, je crois qu'il faut compter avec l'inconscient collectif qui est tenace et qui a besoin, je pense, notamment pour des questions de pérennité de l'espèce, de maintenir les femmes dans un certain registre où on en a besoin, entre guillemets. Bien sûr, en quoi je m'inscris en contre. Parce que finalement, c'est l'instinct qui domine tout ça. Le besoin de pérenniser l'espèce, et on a du mal à croire que si la femme s'occupe de sa carrière, de sa vie professionnelle, alors elle pourra en même temps s'occuper de l'espèce. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche. On voit beaucoup de courants actuellement en Occident sur revenir à des bases naturelles. Alors on demande aux mères d'allaiter pendant 3 ans, on demande aux mères pour protéger l'environnement de nettoyer les couches des enfants, etc. On est en train de faire un retour en arrière qu'Elisabeth Badinter a souligné. Justement, Elisabeth Badinter se soulèverait peut-être au vu de ma question. Certaines personnes pourtant le disent, la révolution féminine a pourtant fait beaucoup de mal aux femmes. Elles doivent être en même temps femmes, mères, avoir une vie professionnelle. Ça alourdit finalement le poids, le fardeau qui repose sur leurs épaules. Alors la révolution féminine, c'était une arnaque ou pas ? Je crois que ça a été récupéré et que l'inconscient collectif est très solide, très costaud, très compact, qu'il comporte beaucoup de tabous et que la peur des possibilités qu'aurait la femme au nom justement de ce pouvoir qu'elle a symbolique et fantasmatique d'avoir des enfants, si elle prenait le pouvoir, ce serait dangereux. Je pense qu'elles n'ont pas forcément cette velléité, tant mieux. Par contre, je pense qu'on craint ça chez la femme. Et du coup, oui, la révolution féminine, le féminisme a fait du mal à la posture des femmes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sens. Ça veut dire qu'on a malheureusement repris ça, on a galvaudé certaines idées et on les fait passer pour des hystériques. Alors justement, un message galvaudé, une autre contradiction. L'exemple le plus prégnant, c'est peut-être en Inde avec Indira Gandhi, des faits divers qu'on entend ces dernières semaines, de viols collectifs qui remettent en question finalement le rôle de la femme, le statut de la femme dans un pays longtemps dirigé justement par Indira Gandhi, une femme. C'est une contradiction entre le leadership politique féminin et puis d'un autre côté, ce que vous disiez tout à l'heure, et ce que vous qualifiez d'inconscient collectif, mais le statut de la femme qui finalement est dramatique dans certains pays comme en Inde en l'occurrence. Absolument, et là on est à proprement parler dans cet aspect compact de l'inconscient collectif où l'aspect religieux l'emporte, le fantasme l'emporte sur la réalité. Il faudra sans doute des années et des années pour que dans une société comme l'Inde, on puisse accorder à la femme une autre place à l'image de celle qui les a gouvernées. Maintenant, c'était la fille de son père, donc elle avait une place symbolique très importante. Mais néanmoins, je pense que si aujourd'hui on peut parler des viols collectifs comme ceux qui ont existé en Inde, c'est sans doute parce que cette femme a existé à la tête de cet État. Donc elle a créé un précédent et elle a ouvert un peu la voie justement pour... Elle a créé une brèche symbolique, ce qui est fondamental quand même. Il nous faudra encore quelques siècles peut-être.
Merci Joël Gage pour cette analyse. On espère qu'il nous faudra moins que quelques siècles pour changer les mentalités. On va changer, on va passer à une note un peu plus légère, prendre la direction de Jérusalem. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de vous promener dans le grand champ en friche en face de Holy Land à Jérusalem? Eh bien si c'est le cas, vous savez sans doute qu'on peut y croiser des gazelles sauvages. Aujourd'hui, ces gazelles ont gagné la bataille, ou plutôt les habitants de Jérusalem l'ont gagnée pour elles. Des lotissements ne pousseront pas à Emek Zvaïm, la vallée des gazelles, ce qui va devenir un parc naturel. C'est ce qu'a annoncé la mairie de Jérusalem. Reportage de Fleur Citric. Un coin de nature au cœur de Jérusalem, où les oiseaux peuvent s'ébrouer tranquillement. D'ici, on soupçonne à peine les rumeurs de la ville. Nous sommes dans le premier parc naturel et observatoire à avoir été construit dans un centre-ville en Israël il y a 20 ans. C'est sur ce modèle que la municipalité de Jérusalem souhaite édifier le parc aux gazelles à quelques kilomètres de là. Fort de notre expérience, on a voulu imaginer un projet qui permette de préserver le groupe de gazelles qui se retrouvaient prisonniers de la ville et faire un lieu où les gens pourront venir à pied de chez eux, observer la gazelle israélienne qui est sans doute le mammifère le plus beau que nous ayons ici en Israël. Ils pourront apprendre beaucoup sur cet animal et aussi sur comment il faut se comporter dans la nature. Nous souhaitons faire de Jérusalem une ville écologique dont la population se soucie de la nature dans un pays qui se développe à une allure folle. La gazelle israélienne, c'est ainsi qu'on la nomme, est en fait le symbole de l'État d'Israël. Elle n'est pas grande, mais elle est d'une grande beauté, le mâle comme la femelle. La femelle est douce et délicate, la mère est magnifique et le mâle est fort et rapide. Ses cornes ont la forme de la harpe de David, c'est l'animal qui est le plus souvent cité dans la Bible. La gazelle a complètement disparu du Liban ou de la Jordanie. En Israël, il n'en reste plus que 5000. Je connais cette vallée depuis mon enfance. Il y avait plein de gazelles auparavant. Mais petit à petit, elles se sont retrouvées enfermées dans cette vallée. Tous les accès leur ont été coupés, leur nombre s'est réduit. J'essayais justement de voir s'il y avait encore des traces. Sur les 35 gazelles que comptait la vallée, seules 4 subsistent aujourd'hui. Elles ont été victimes des chiens errants, mais surtout des routes et autres constructions faites par l'homme. Une fois, nous avons été alertés parce qu'une gazelle avait été prise dans un grillage. Nous l'avons délivrée. Elle était légèrement blessée à la jambe. Nous l'avons donc emmenée au zoo biblique de Jérusalem pour qu'on la soigne. La vallée des gazelles était menacée par un vaste projet immobilier, à l'instar des tours de Holy Land, mais les habitants du quartier se sont battus pour préserver leur vallée. Avec les associations de défense de l'environnement et tout le quartier, nous avons fait énormément de manifestations et nous avons gagné au tribunal pour que des gratte-ciels ne soient pas construits ici, mais un parc. Maintenant, nous savons qu'il y a le projet d'un parc magnifique. Un parc de 250 000 mètres carrés où seront réintroduits une quarantaine de gazelles, mais certains habitants regrettent déjà leur coin de nature sauvage. Je ne suis pas pour le parc. Je suis pour laisser ça comme c'est, pour qu'on ne touche pas à la nature. S'il faut choisir entre des immeubles ou un parc, alors je suis pour le parc, bien sûr. Mais pour moi, que cette vallée reste comme ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Les premiers travaux débuteront en août 2013. D'ici là, libre à vous d'aller vous promener dans la vallée des gazelles, ce bout d'Éden préservé à Jérusalem. La vallée des gazelles, ces images qui nous font du bien. Merci Joël, merci Maxime d'avoir été avec nous ce matin. Invitation donc à vous rendre à Jérusalem dans la vallée des gazelles. C'est donc sur ce point que nous refermons cette édition. Merci à ceux qui l'ont réalisé, notamment à Myriam Danan qui en a repris la rédaction en chef. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres invités, d'autres confidences. D'ici là, vous pouvez nous écrire commentaires, remarques ou autres réflexions. Notre adresse, lamatinale.info@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même chaîne et d'ici là, portez-vous bien.